Ce document existe. Il est là, disponible, accessible à n'importe qui. Pas classifié, pas volé, pas caché dans un coffre-fort de la DGSI. Tu peux le consulter ce soir, maintenant, sur les sites de l'INSEE, du ministère de l'Intérieur, de l'Assemblée nationale, de la Banque de France. Tout est public, tout est officiel, tout est signé par l'État français lui-même. Alors pourquoi personne ne l'a jamais mis sur la table en entier? Parce que ce document n'existe pas en un seul endroit. Il est dispersé, fragmenté, éparpillé entre des dizaines de rapports, de bulletins statistiques, de notes administratives, que personne n'a jamais eu le courage de rassembler, page par page, chiffre par chiffre, dans un seul tableau cohérent. Et ce courage-là, personne ne l'a eu. Pas les médias, pas les politiques, pas les think tanks, parce qu'ils savent ce qui apparaît quand on assemble les données démographiques et... Ce document existe. Il est là, disponible, accessible à n'importe qui. Pas classifié, pas volé, pas caché dans un coffre-fort de la DGSI. Tu peux le consulter ce soir, maintenant, sur les sites de l'INSEE, du ministère de l'Intérieur, de l'Assemblée nationale, de la Banque de France. Tout est public, tout est officiel, tout est signé par l'État français lui-même. Alors pourquoi personne ne l'a jamais mis sur la table en entier? Parce que ce document n'existe pas en un seul endroit. Il est dispersé, fragmenté, éparpillé entre des dizaines de rapports, de bulletins statistiques, de notes administratives, que personne n'a jamais eu le courage de rassembler, page par page, chiffre par chiffre, dans un seul tableau cohérent. Et ce courage-là, personne ne l'a eu. Pas les médias, pas les politiques, pas les think tanks, parce qu'ils savent ce qui apparaît quand on assemble les données démographiques, économiques, politiques et diplomatiques dans le même endroit. Ce qui apparaît détruit le récit que la France se raconte sur elle-même depuis 60 ans. Ce tableau dit une seule chose. Une chose simple, documentée, vérifiable. La France a une dépendance structurelle, profonde, irréversible, envers la communauté algérienne qui vit sur son territoire. Ces travailleurs font tourner les secteurs que personne d'autre ne veut. Leurs cotisations tiennent à bout de bras des caisses sociales en déficit chronique. Leurs votes font basculer des présidentielles. Et la coopération d'Alger, elle seule, permet à la France d'exécuter ses expulsions, de tenir ses frontières, de contenir ses trafics. Ce n'est pas une thèse, ce n'est pas une opinion. C'est ce que les chiffres officiels français disent quand tu les lis ensemble. Et en 2025, la France n'a plus eu besoin de lire les chiffres. Elle a vécu la dépendance en direct. Ambassadeurs rappelés. Laissez-passer consulaires bloqués. Zéro expulsion pendant une année entière. Pendant que les ministres promettaient la fermeté sur les plateaux de télévision, la réalité était sur le tarmac. Aucun avion ne décollait. Ce soir, on assemble ce tableau, chiffre par chiffre, dossier par dossier. Et à la fin, tu comprendras pourquoi ce que la France refuse de dire sur la communauté algérienne en dit infiniment plus sur la France que sur l'Algérie. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, dis-moi, d'où tu nous suis ce soir? Algérie, France, Canada, Belgique, Suisse, Allemagne, Espagne, Italie, Tunisie, Libye, Mauritanie, Mali, Niger, Sénégal, Côte d'Ivoire, Émirats arabes unis, États-Unis, Australie, Thaïlande, ou simplement ta ville dans les commentaires. Et si tu es algérien vivant en France, ta voix ce soir compte double. Parce que ce soir, on ne parle pas de l'image que BFM construit de toi. On parle de toi, avec tes vrais chiffres. Premier acte, les vrais chiffres. Ce que l'INSEE publie et que personne ne répète. Commençons par le fondement. Parce que le problème dans ce débat, c'est que tout le monde ment, mais pas de la même façon. Certains gonflent les chiffres pour faire peur,
D'autres les minimisent pour dédramatiser. Et la vérité réelle, celle que les données officielles françaises produisent chaque année, elle reste quelque part au milieu, soigneusement ignorée par tout le monde. Alors voilà ce que l'INSEE dit. Pas ce que je dis, ce que l'INSEE dit. Au 1er janvier 2024, la France compte 7,7 millions d'immigrés. Sur ces 7,7 millions, 12,4% sont nés en Algérie. Ça fait près de 950 000 personnes. Première nationalité étrangère par le nombre d'immigrés nés à l'étranger. Devant les Marocains, 915 000. Devant les Portugais, 630 000. Devant les Tunisiens, 380 000. Première. Pas deuxième. Pas troisième. Et ce n'est pas tout. Au 31 décembre 2024, le rapport annuel de la Direction générale des étrangers en France, donc le ministère de l'Intérieur lui-même, recense 649 991 ressortissants algériens avec un titre de séjour en cours de validité. Première nationalité étrangère avec un titre valide en France. Première nationalité pour les titres de longue durée. Ces chiffres ne viennent pas d'Alger, ils viennent de Paris. Mais attention, c'est 950 000, c'est 649 991 titres de séjour, ce ne sont que les chiffres de la première génération. Les immigrés nés en Algérie, la communauté algérienne de France dans sa totalité, c'est une autre échelle. La deuxième génération, les enfants nés en France de parents algériens, est estimée entre 1,2 et 1,4 millions de personnes. La troisième génération, leurs enfants, représentent plusieurs centaines de milliers supplémentaires, des Français à part entière, nés ici, scolarisés ici, qui votent ici, porteurs d'une double appartenance, d'une double histoire, d'une double culture. Quand s'additionnent tout ça, immigrés, descendants binationaux, sur plusieurs générations, les démographes estiment la diaspora algérienne en France entre 5 et 6 millions de personnes. Certaines sources montent à 7 millions pour la diaspora algérienne mondiale totale. Canada, Belgique, Suisse, Allemagne, Espagne, Royaume-Uni, Australie inclus. Retiens ce chiffre. 5 à 6 millions en France. C'est la plus grande communauté d'origine étrangère de France sur plusieurs générations. Avec un ancrage historique, géographique et économique que rien ne dissout. Ni un décret, ni une résolution, ni un discours de campagne. Et c'est exactement pour ça que ce tableau complet ne sort jamais dans le débat public français. Pourquoi? La réponse est simple et brutale. Parce que si tu montres ces chiffres en entier, si tu poses la question honnêtement, tu arrives à une conclusion que la droite et l'extrême droite française ne peuvent pas survivre politiquement. Si la communauté algérienne est aussi nombreuse, aussi structurelle, aussi enracinée dans le tissu français depuis 3 générations, alors le discours sur l'immigration algérienne comme problème à résoudre ne tient plus. Et si ce discours ne tient plus, une large partie de leur programme s'effondre avec lui. Ce n'est pas une opinion, c'est de l'arithmétique. Deuxième acte, l'accord de 1968. Ce que la France veut détruire et ne peut pas. Au cœur de toute cette relation, il y a un texte. Un seul texte juridique qui concentre toutes les tensions, toutes les haines, toutes les incompréhensions entre Paris et Alger depuis des décennies. La droite française le déteste. Certains Algériens ne le connaissent pas assez bien. Et l'histoire l'a rendu quasiment indestructible. C'est l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Un accord bilatéral, signé 6 ans après l'indépendance, qui définit précisément les conditions de circulation, de séjour
et d'emploi des ressortissants algériens en France. Et voilà ce qu'il faut comprendre sur cet accord, parce que le débat public déforme systématiquement ce qu'il est réellement. Cet accord ne donne pas aux Algériens un statut privilégié au sens courant du terme. Il leur donne un statut spécifique. Ce n'est pas la même chose. Spécifique signifie qu'ils sont partiellement soustraits au droit commun des étrangers en France, celui qui est codifié dans le CESEDA, le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Concrètement, qu'est-ce que ça change ? 3 choses. Premièrement, les Algériens accèdent à des titres de séjour spécifiques, des certificats de résidence d'1 an ou de 10 ans, avec des conditions différentes de celles qui s'appliquent aux autres nationalités. Deuxièmement, ils ont accès au RSA dès leur arrivée, sans condition de durée de résidence préalable. Troisièmement, ils bénéficient de protections contre l'expulsion que le droit commun n'offre pas systématiquement. Voilà ce que l'accord de 1968 dit. Pas plus, pas moins. Et c'est précisément ça qui rend la droite française folle depuis 30 ans. Pourquoi cet accord existe-t-il ? La réponse est dans l'histoire. Et l'histoire, on peut l'aimer ou ne pas l'aimer, mais on ne peut pas la réécrire. Le gouvernement algérien a négocié cet accord en 1968 comme une reconnaissance de la particularité des liens entre les deux pays. Des millions d'Algériens avaient combattu pour la France, travaillé en France, vécu en France, pendant des décennies sous statut colonial sans les mêmes droits que les autres. Leurs droits ne pouvaient pas simplement s'éteindre un matin, le 5 juillet 1962, parce que le drapeau avait changé. L'accord de 1968, c'est la reconnaissance juridique de cette réalité historique. Pas un cadeau, une reconnaissance. Et c'est exactement pour ça que la droite française ne peut pas le supporter. Pour elle, cet accord est devenu la cible centrale, le symbole de tout ce qu'elle veut défaire dans la relation franco-algérienne. Et le 30 octobre 2025, pour la première fois depuis 1968, l'Assemblée nationale française a adopté une proposition de résolution visant à le dénoncer. Présentée par le Rassemblement national, adoptée par 185 voix contre 184, une seule voix d'écart. Une. Ce vote est historique. Personne ne peut dire le contraire. Mais il faut comprendre exactement ce qu'il signifie, parce que les médias ont tout fait pour brouiller la réalité juridique de ce qui s'est passé ce jour-là. Une résolution, ce n'est pas une loi. Elle n'a aucune valeur juridique contraignante. Elle ne dénonce pas l'accord. Elle dit simplement au gouvernement que l'Assemblée est favorable à sa dénonciation. C'est un signal politique, pas un acte juridique. La différence est énorme. Et tout le monde dans les cercles politiques français le sait parfaitement. Parce que dénoncer un accord bilatéral international, ce n'est pas voter une résolution un jeudi après-midi à l'Assemblée nationale. Ça nécessite une procédure diplomatique formelle. Une notification officielle à l'Algérie avec un préavis légal. Et surtout, une décision du gouvernement, pas seulement du Parlement. Et le gouvernement français ne l'a pas fait, ne pouvait pas le faire. Pourquoi ? Parce que dénoncer l'accord de 1968, c'est immédiatement ouvrir une table de négociation avec Alger sur les conditions qui le remplacent. Et cette négociation-là, dans le contexte de la crise diplomatique de 2025, avec l'ambassadeur rappelé, les laissez-passer bloqués, les relations au point mort, elle était tout simplement impossible. Bayrou le savait. Son gouvernement le savait. Et ils ont laissé passer le vote quand même. C'est ça qui est révélateur.
Une majorité de parlementaires français, à une voix près, ont voté pour détruire un accord fondateur de la présence algérienne en France, au pire moment diplomatique possible. Et le gouvernement n'a pas levé le petit doigt pour l'en empêcher. Ce vote, Alger l'a regardé. Elle l'a enregistré. Elle l'a analysé. Et elle a compris quelque chose que Paris n'avait pas calculé. La dépendance française à la coopération algérienne sur les questions migratoires et sécuritaires est exactement le levier qui peut remettre cet accord à l'ordre du jour. Dans les deux sens. La France voulait jouer avec l'accord de 1968 comme instrument de pression politique intérieure. L'Algérie a compris qu'elle pouvait jouer avec la coopération consulaire comme réponse exactement symétrique. Et en 2025, elle l'a fait. Troisième acte, la contribution économique. Les 120 milliards que personne ne cite jamais. On entre maintenant dans le dossier que la France refuse absolument de publier dans sa totalité. Le dossier économique. Le cœur du rapport. Les travailleurs issus de la diaspora algérienne représentent une part significative des 12% d'immigrés dans la population active française. 3,7 millions de travailleurs immigrés au total en France. Et les Algériens en constituent la première nationalité. Mais dans quel secteur exactement ? Hôtellerie-restauration, 30% de la main-d'œuvre issue de l'immigration. Algériens en tête. Nettoyage et logistique, 28%. Bâtiments et travaux publics, 25%. Services à la personne, aide à domicile, soins aux personnes âgées, dépendance, 22%. Sécurité privée, 20%. Tu reconnais ces secteurs. Ce sont les secteurs en tension chronique de l'économie française. Ce sont les secteurs que les Français de souche désertent depuis des décennies. Trop physiques, trop précaires, trop peu valorisés, trop invisibles. Ce sont aussi les secteurs sans lesquels une partie de l'économie française s'arrête net. Et c'est précisément là que la communauté algérienne est structurellement présente. Alors maintenant, les chiffres globaux, parce que c'est là que ça devient insupportable pour le récit officiel français. La contribution indirecte de la diaspora algérienne au PIB français est estimée à environ 120 milliards d'euros. Sa part dans le PIB total se situe entre 4,5 et 5,5%. Les recettes fiscales et sociales générées, cotisations maladie, retraite, chômage, impôts directs et indirects, TVA, sur la consommation, dépassent 30 milliards d'euros par an. 30 milliards. Chaque année. Versés dans les mêmes caisses que tous les autres cotisants français. Dans certains territoires, notamment en Île-de-France, cette contribution n'est pas marginale. Elle est déterminante pour l'équilibre des caisses sociales. Sans ces apports, le déficit social français serait mécaniquement aggravé. Pas symboliquement, mécaniquement. Les chiffres ne mentent pas. Maintenant, regardons l'autre côté de l'équation. La diaspora algérienne envoie officiellement environ 2 milliards de dollars par an vers l'Algérie. 2 milliards. C'est le chiffre officiel, celui qui passe par les banques, par les circuits déclarés, par les transferts traçables. Mais les économistes algériens estiment que ce chiffre est massivement sous-évalué. Pourquoi ? Parce que les circuits informels, les transferts en cash, les commerces, les investissements immobiliers non déclarés représentent un flux annuel de l'ordre de 8 milliards de dollars supplémentaires, détournés des circuits officiels, invisibles dans les statistiques, mais réels. 8 milliards de dollars par an, dans des valises, dans des systèmes de transfert informels, dans des réseaux économiques souterrains que personne ne comptabilise officiellement. C'est un potentiel économique colossal pour l'Algérie. Un potentiel qui dort, qui attend des conditions d'investissement attractives pour se rapatrier par les circuits officiels,
et transformer la diaspora en moteur économique réel plutôt qu'en flux souterrain non capturé. Alors voilà ce que ce double tableau dit dans sa totalité. La France a besoin des Algériens plus que les Algériens n'ont besoin de la France. Et simultanément, l'Algérie n'exploite pas encore la moitié de son potentiel économique diasporique. Ces deux réalités en même temps. La dépendance française d'un côté, le sous-développement du lien économique algérien de l'autre. C'est exactement le rapport que Macron préférerait que personne ne lise. Quatrième acte, le levier des laissez-passer, l'arme que personne n'avait vu venir. Nous sommes en 2025. La crise diplomatique franco-algérienne est à son apogée. L'affaire Sansal vient d'éclater. L'ambassadeur français Stéphane Romatet a été rappelé à Paris en avril 2025, après des mois d'absence prolongée. Les visas se font rares dans les deux sens. Et les ministres français se succèdent sur les plateaux de télévision pour promettre la fermeté, la rigueur, la détermination face à Alger. Fermeté. Ils ont dit fermeté. Et là, quelque chose se passe. Quelque chose que personne dans les studios de BFM n'avait anticipé. Les expulsions s'arrêtent. Complètement. Voilà ce que le Figaro du 18 mai 2026 révèle, avec des chiffres que personne n'avait jamais présentés de cette façon. Entre 2024 et 2025, toutes nationalités confondues, sur environ 900 000 OQTF prononcés, les obligations de quitter le territoire français, le taux d'exécution moyen est resté sous la barre des 10%. Moins de 10%. Sur 900 000 obligations prononcées. Un taux qui symbolise, ce sont les mots du Figaro lui-même, l'impuissance d'État. Mais pour les Algériens spécifiquement, le chiffre est encore plus brutal. En 2025, 0 expulsion. Pendant une année entière. Pas quelques-unes, pas une poignée, 0. Pendant que Bruno Retailleau faisait de l'immigration algérienne son fonds de commerce médiatique. Pendant que les ministres promettaient fermeté et reconduite à la frontière sur tous les plateaux. Pendant que la droite construisait toute sa rhétorique sur la nécessité d'expulser massivement. 0. Parce que l'Algérie avait simplement arrêté de délivrer les laissez-passer consulaires, indispensables à l'exécution des OQTF. Simplement. Sans déclaration fracassante. Sans conférence de presse. Sans discours. Elle avait juste arrêté de signer les papiers. Et sans ces papiers, l'avion ne décolle pas. C'est aussi mécanique que ça. Plus de 51 000 Algériens en situation irrégulière ont été arrêtés en France en 2025. Un étranger sur 5 dans les prisons françaises. 4 personnes sur 10 dans les centres de rétention. Arrêtés, détenus, immobilisés. Et impossible à renvoyer. Ce mécanisme banal dans son fonctionnement, dévastateur dans ses effets politiques, a mis à nu une vérité que les partisans de la fermeté avec l'Algérie n'avaient jamais voulu regarder en face. La souveraineté française sur sa propre politique d'expulsion dépend de la coopération consulaire algérienne. Relis cette phrase, laisse-la rentrer. La souveraineté française sur sa propre politique dépend d'Alger. Et cette coopération, Alger peut l'activer ou la couper selon l'état de la relation diplomatique, comme un robinet, ouvert, fermé, selon ce que Paris mérite ou ne mérite pas. La France a compris ce que ça signifiait concrètement. Et en février 2026, quand le dégel diplomatique a timidement commencé,
l'Algérie a recommencé à délivrer des laissez-passer. 150 laissez-passer depuis février 2026. Reconduites exécutées depuis le début de l'année, selon France Info, de mai. 150. Après une année entière à zéro. Ce n'est pas un cadeau. C'est une démonstration de contrôle. L'Algérie n'a pas tenu une conférence de presse. Elle n'a pas publié un communiqué. Elle n'a pas menacé publiquement. Elle a simplement dit par ses actes ce que les mots n'auraient jamais pu exprimer aussi clairement. La coopération se mérite. Et elle s'arrête quand vous décidez de traiter nos ressortissants et nos intérêts avec le mépris que vous avez montré en 2025. Message reçu. Ambassadeur renvoyé. Laissez-passer délivré. Le rapport de force a parlé. Sans un seul discours. 5e acte. Le poids électoral. La phrase qu'on ne prononce jamais en public. En décembre 2025, une phrase a provoqué un séisme dans les cercles politiques français. Une seule phrase, prononcée par Karim Zeribi, ancien eurodéputé franco-algérien sur la chaîne AL24 News. On peut décider de qui sera président de la République française. Il parlait de la diaspora algérienne. L'extrême droite française a immédiatement récupéré cette phrase comme preuve d'une ingérence électorale algérienne organisée. Complot, manipulation, mainmise d'Alger sur la démocratie française. Sauf que cette phrase n'est pas un aveu de complot. C'est une réalité arithmétique que tout politologue connaît parfaitement et que personne ne dit publiquement. Voilà la réalité. La communauté d'origine algérienne en France. 5 à 6 millions de personnes sur plusieurs générations comprend plusieurs millions de citoyens français à part entière. Des personnes nées en France, naturalisées, binationales, qui ont une carte d'électeur, qui votent aux présidentielles, aux législatives, aux municipales. Exactement comme tout le monde. Et dans un pays où les présidentielles se jouent à quelques centaines de milliers de voix, ce volume compte. Macron a gagné en 2017 avec 66% face à Le Pen au second tour. Mais au premier tour, les écarts se resserraient déjà. Et ce sont les grandes métropoles qui font basculer les résultats nationaux. Île-de-France, Lyon, Marseille, Lille. Précisément, les métropoles où la diaspora algérienne est la plus concentrée. Ce n'est pas une ingérence, c'est une réalité démocratique. Des citoyens français, avec leur bulletin de vote, qui participent à la démocratie française. Exactement comme les Français d'origine portugaise, italienne, polonaise, vietnamienne. Aucune différence de nature. Une seule différence. Le volume. Parce que la communauté algérienne est la plus grande communauté d'origine étrangère de France. Et dans une démocratie, le volume, ça compte. Et c'est exactement pour ça que l'instrumentalisation politique de la question algérienne est un jeu profondément dangereux pour la droite française. Stigmatiser les Français d'origine algérienne, promettre de dénoncer l'accord de 1968, menacer d'expulsion massive, c'est se faire des ennemis parmi des millions d'électeurs qui, comme tout électeur, sanctionnent ce qui leur signifie qu'ils ne sont pas vraiment chez eux. Des millions d'électeurs. Dans les métropoles qui font basculer les présidentielles. Macron l'a compris avant les autres. Et ce n'est pas de la générosité. Ce n'est pas de la culpabilité coloniale. Ce n'est pas de l'idéologie. C'est du calcul politique pur. C'est cette compréhension-là, précisément, qui l'a conduit à prendre la parole au sommet Africa Forward de Nairobi le 11 mai 2026, devant un parterre de jeunes Africains et de membres de la diaspora, pour affirmer que les jeunes de la diaspora sont des ambassadeurs et des ponts entre la France et l'Afrique. Pas par conviction, par calcul. Parce que la diaspora algérienne de France
n'est pas un sujet de politique migratoire. Ce n'est pas un problème à gérer. Ce n'est pas un dossier à traiter entre deux réunions de cabinet. C'est un acteur politique à part entière. Et ceux qui ont construit toute leur carrière sur sa stigmatisation en découvrent maintenant le coût. Élection après élection, métropole après métropole. 6e acte, le dégel de 2026. Pourquoi Macron a fait machine arrière ? La réponse commence par une date, et cette date n'a pas été choisie par hasard. Le 8 mai 2026, l'anniversaire du massacre de Sétif, Guelma et Kherrata, 1945. Des milliers d'Algériens tués par l'armée française dans les jours qui ont suivi la fin de la Seconde Guerre mondiale. Une blessure que l'Algérie n'a jamais oubliée et que la France a mis des décennies à regarder en face. C'est ce jour-là que le gouvernement français a choisi pour annoncer le retour à Alger de l'ambassadeur Stéphane Romatet, 13 mois après son rappel. 13 mois. Le symbole est puissant. Ou maladroit, selon que tu lis la décision depuis Paris ou depuis Alger. Depuis Paris, c'est un geste d'apaisement mémoriel, une main tendue. Depuis Alger, certains y voient une récupération, une tentative de coller un vernis de repentance sur un retour diplomatique essentiellement contraint. Le même jour, la ministre française Alice Ruffo était physiquement à Sétif. Un geste mémoriel. Une reconnaissance implicite. Une façon de dire, sans le dire officiellement, nous prenons au sérieux la mémoire de vos blessures. Puis, le 1er juin 2026, nouveau signal. Le ministre de l'Intérieur algérien Saïd Sayoud est reçu à Paris par son homologue Laurent Nunez. Première visite officielle de ce niveau depuis le début de la crise. Les dossiers sur la table sont concrets, précis, sans ambiguïté. Christophe Glaisez, Salah-Eddine Selmi. Les reconduites à la frontière, la lutte contre le crime organisé, la coopération sécuritaire. Ce n'est plus de la diplomatie symbolique, ce sont des négociations réelles sur des dossiers réels. Et le 1er juin 2026, le Nouvel Obs formule en une seule phrase la vérité que tous les analystes avaient vu venir depuis des mois. Pour Emmanuel Macron, la rupture n'est tout simplement pas envisageable. Pas par amour de l'Algérie, pas par remords historique, pas par générosité post-coloniale. Ces explications-là, laisse-les aux éditorialistes qui ont besoin d'une narration simple. La réalité est plus froide, plus brutale, plus calculée. La rupture coûterait à la France ce qu'elle ne peut pas se permettre de perdre. Quoi exactement ? Le gaz algérien, fournisseur indispensable de l'Union européenne. La coopération sur les laissez-passer sans lesquels la politique d'expulsion française est mécaniquement paralysée. La coopération sécuritaire contre le terrorisme et le trafic de drogue, que la présence algérienne au Sahel rend irremplaçable. Et le lien humain. 5 à 6 millions de personnes qui ont de la famille des deux côtés de la Méditerranée, qui achètent en France, qui consomment en France, qui votent en France, qui cotisent en France. 4 piliers. Énergie, migration, sécurité, démographie. Chacun suffit à lui seul à rendre la rupture intenable. Ensemble, ils la rendent impossible. Macron n'est pas revenu à de meilleurs sentiments. Il a calculé. Et le calcul lui a dit une chose très simple. La rupture est impossible. La dépendance est réelle. Et il vaut mieux gérer cette dépendance dans un cadre coopératif que la laisser exploser dans une confrontation dont la France sortirait bien plus affaiblie que l'Algérie. Ce n'est pas de la diplomatie, c'est de l'arithmétique. C'est le rapport que Macron aurait préféré ne jamais voir assembler. Le rapport qui lui dit en face ce que personne dans son entourage n'osait formuler clairement.
Tu ne peux pas te permettre de traiter l'Algérie et les Algériens avec le mépris que certains membres de ton gouvernement ont affiché en 2025. Et quand tu l'as fait, même brièvement, même sous la pression politique intérieure, même pour satisfaire une droite qui réclamait de la fermeté, le coup a été immédiat, visible, douloureux. 0 expulsion pendant 1 an, ambassadeur rappelé. Coopération sécuritaire suspendue. Le prix de la condescendance payé cash. 7e acte. Ce que l'Algérie doit faire de ce rapport. La stratégie d'Alger face à la dépendance française. Maintenant, parlons de l'autre côté de l'équation. Parce que démontrer la dépendance française, c'est bien. C'est nécessaire. Mais c'est pas suffisant. La vraie question stratégique pour l'Algérie est ailleurs. Comment utiliser cette réalité dans son intérêt? L'Algérie dispose de 3 leviers documentés. 3. Pas 10, pas 20. 3 leviers précis, réels, opérationnels. Levier numéro 1. Le levier consulaire. Elle l'a déjà utilisé. Elle a bloqué les laissez-passer. Elle a paralysé la politique d'expulsion française pendant 1 année entière. Elle a démontré que ce levier fonctionne. La démonstration est faite. Le résultat est documenté. La question maintenant n'est plus de savoir si ce levier est efficace. Elle est de savoir comment l'utiliser avec précision. Pas comme une arme totale qui déclenche une crise diplomatique générale incontrôlable, mais comme un instrument de calibration fine de la relation. Un robinet qu'on ouvre, qu'on ferme, qu'on règle selon ce que la relation mérite à un moment précis. C'est ça la puissance d'un levier bien manié. Levier numéro 2. Le levier énergétique. Le gaz algérien est indispensable à l'Europe. Pas utile. Pas important. Indispensable. La France en dépend indirectement et sur des dossiers précis, l'Algérie a déjà montré qu'elle sait utiliser cette position comme instrument de négociation. On l'a analysé dans l'épisode sur les Émirats, avec la tentative d'entrée de Taka dans Naturgy. Si tu ne l'as pas vu, va le regarder après celui-ci. Mais ce levier-là doit être manié avec une précision chirurgicale. Parce que le gaz algérien est une arme à double tranchant. L'Algérie a elle-même besoin de ses partenariats énergétiques pour financer son développement. Fragiliser ces partenariats pour marquer un point diplomatique à court terme, c'est se tirer une balle dans le pied à long terme. Puissant, mais à manier avec soin. Levier numéro 3. Le levier diaspora. C'est le levier le moins bien utilisé, et peut-être le plus puissant sur le long terme. 5 à 6 millions d'Algériens et descendants en France, des millions d'électeurs, des milliards de dollars de transferts potentiels. Une force économique documentée, réelle, structurelle. Et pourtant ce levier dort. Pourquoi ? Parce qu'Alger n'a jamais développé de stratégie cohérente de relation avec sa diaspora. Pas de surveillance, pas de contrôle, pas d'injonction politique. Mais pas non plus d'investissement, pas de valorisation, pas de création de liens économiques réels. Si l'Algérie construisait cette stratégie pas pour surveiller sa diaspora, pas pour lui donner des ordres, mais pour investir en elle, la valoriser, créer des ponts économiques concrets, elle pourrait mobiliser une puissance d'influence en France que le réseau diplomatique classique ne peut tout simplement pas atteindre. Pas des ambassadeurs, des millions de citoyens français qui ont un lien naturel, légitime, inattaquable avec l'Algérie. C'est ça la vraie puissance du levier diaspora. Mais il y a une ligne rouge qu'Alger ne doit pas franchir. Utiliser la diaspora comme instrument de pression politique directe en France. Et attention,
Ce n'est pas parce que ce serait inefficace. Tebboune lui-même a accusé les Émirats d'avoir ingéré dans les élections algériennes. Il sait exactement ce que ce type d'ingérence peut produire comme effet. Mais la force de la diaspora algérienne en France est précisément qu'elle est française, qu'elle est légitime, qu'elle vote avec ses convictions, ses intérêts, ses analyses, pas avec les injonctions d'Alger. Cette légitimité démocratique, c'est sa ressource la plus précieuse. Et une ingérence visible d'Alger la détruirait en quelques semaines. Elle transformerait des millions de citoyens français légitimes en suspects aux yeux de l'opinion publique française. Elle offrirait à l'extrême droite exactement le récit qu'elle cherche depuis des années. La stratégie juste est à l'opposé exact de ça. Traiter la diaspora algérienne de France comme une richesse bilatérale. Des citoyens français d'origine algérienne qui peuvent être des ambassadeurs naturels des intérêts algériens dans l'espace politique et économique français. Précisément parce qu'ils ne sont pas des agents d'Alger. Précisément parce que personne ne peut les accuser de l'être. C'est ça la puissance réelle. Pas la manipulation, la légitimité. 8e acte. Les 5 vérités que ce rapport donne. Vérité numéro 1. La France a une dépendance démographique, économique et diplomatique envers la communauté algérienne qui est structurelle et irréversible. Immigrés nés en Algérie. 5 à 6 millions de personnes sur plusieurs générations. 120 milliards de contributions économiques estimées. 30 milliards de recettes fiscales et sociales annuelles. Cette réalité ne se dissout pas par décret. Elle ne disparaît pas après une résolution de l'Assemblée nationale. Elle ne s'efface pas avec un discours de campagne. Elle est là. Elle est documentée. Et elle oblige Paris à composer avec Alger, même quand certains ministres préféreraient ne pas le faire. Une résolution adoptée à une voix près ne dissout pas 60 ans d'histoire commune. Elle ne fait qu'enregistrer une tension. Et cette tension, Alger l'a lue. Vérité numéro 2. L'accord franco-algérien de 1968 est devenu la cible centrale de la droite française parce qu'il symbolise une particularité qui dérange profondément. La reconnaissance implicite que la relation franco-algérienne est différente de toutes les autres relations migratoires. Pas supérieure, différente. Historiquement, juridiquement, humainement différente. Le vote du 30 octobre 2025, 185 contre 184, dit que cette cible est désormais pleinement politique. Mais dénoncer cet accord, c'est immédiatement ouvrir une table de négociation avec l'Algérie sur les conditions qui le remplacent. Et dans cette négociation, Alger n'est pas en position de faiblesse. Loin de là. Vérité numéro 3. Le levier des laissez-passer consulaires a définitivement changé l'équilibre du rapport de force migratoire entre la France et l'Algérie. En 2025, 0 expulsion pendant une année entière, pendant que la France prétendait mener une politique de fermeté historique. La démonstration est faite. Sans la coopération consulaire algérienne, la politique d'expulsion française est paralysée. Mécaniquement, irrémédiablement. Et ce levier utilisé avec précision est l'un des instruments les plus efficaces de la diplomatie algérienne. Sans qu'Alger ait à dépenser un seul dollar, sans qu'elle ait à prononcer un seul discours menaçant, juste des tampons qu'on arrête de signer. Vérité numéro 4. La phrase de Karim Zeribi « On peut décider de qui sera président de la République française » est exagérée dans sa forme, mais elle est juste dans son fond arithmétique. La communauté d'origine algérienne en France comprend plusieurs millions d'électeurs français. Dans un système politique où les présidentielles se jouent à quelques centaines de milliers de voix, ce poids est réel, concret, décisif dans les bonnes circonscriptions. Et ceux qui ont choisi de faire de la question algérienne leur fonds de commerce électoral ont créé ce faisant quelque chose qu'ils n'avaient pas calculé. Une mobilisation de ces électeurs contre eux. Élection après élection,
métropole après métropole. Vérité numéro 5, Macron est revenu à Alger symboliquement, via son ambassadeur, le 8 mai 2026, parce que le calcul lui a dit que la rupture était impossible. Pas par générosité, pas par remords, par rationalité pure. La France a besoin du gaz algérien. Elle a besoin des laissez-passer consulaires algériens. Elle a besoin de la coopération sécuritaire algérienne au Sahel. Sans Alger, la France n'a plus les yeux ni les relais pour contenir ce qui se passe au sud de la Méditerranée. Et elle a besoin que les 5 à 6 millions d'Algériens et descendants de France ne soient pas poussés vers une rupture identitaire que la stigmatisation de 2025 avait commencé à provoquer. Parce qu'une communauté de cette taille fracturée, hostile, désolidarisée du projet français, c'est un coût social, politique et économique que Paris ne peut pas absorber. Ce dégel diplomatique dit une seule chose. Le rapport de force a fonctionné. Pas parce qu'Alger a menacé. Pas parce qu'Alger a crié. Pas parce qu'Alger a publié des communiqués enflammés. Mais parce que Paris a finalement lu les chiffres. Maintenant, ce que je veux entendre de toi. Première chose, depuis quel pays tu nous suis ce soir? Algérie, France, Canada, Belgique, Suisse, Allemagne, Espagne, Italie, Tunisie, Libye, Mauritanie, Mali, Niger, Sénégal, Côte d'Ivoire, Émirats arabes unis, États-Unis, Australie. Ta wilaya, ta ville, indique-le dans les commentaires. Et si tu es algérien vivant en France, j'ai 3 questions pour toi précisément. Est-ce que tu te reconnais dans ce portrait de la diaspora? Est-ce que le récit que les médias français construisent sur ta communauté correspond à ce que tu vis réellement au quotidien? Et est-ce que tu penses que la diaspora algérienne en France utilise pleinement le poids politique et économique qu'elle possède réellement? Deuxième chose, la question stratégique de ce soir. Macron est revenu via son ambassadeur, via les visites ministérielles, via le dégel de mai-juin 2026. La mécanique diplomatique s'est remise en marche. Mais est-ce que tu penses que ce dégel est sincère? Une volonté réelle de refonder la relation franco-algérienne sur des bases nouvelles et équilibrées? Ou est-ce que c'est une manœuvre tactique le temps que la pression politique intérieure française se calme avant un nouveau retour de la confrontation dès que les élections approcheront? Et dans cette équation, un rapport de dépendance documenté d'un côté, un accord de 1968 fragilisé de l'autre, j'ai besoin de ton analyse. Quelle est selon toi la bonne stratégie pour l'Algérie? Continuer à utiliser les leviers diplomatiques avec précision, calibrer, doser, maintenir la pression sans déclencher une crise totale, ou pousser vers une renégociation complète de toute la relation sur des bases fondamentalement plus équilibrées? Dis-le dans les commentaires. Ce débat mérite des vraies réponses. Troisième chose, partage cette vidéo avec quelqu'un qui pense que les Algériens en France sont un problème plutôt qu'une réalité structurelle. Montre-lui les 120 milliards de contributions économiques estimées. Montre-lui les 30 milliards de recettes fiscales